L'ibrutinib est un anticancéreux par voie orale inhibiteur de protéine kinase. Il est présenté sous forme de gélules de 140 mg et commercialisé sous le nom de Imbruvica. L'ibrutinib possède une autorisation de mise sur le marché dans le traitement des lymphomes à cellules du manteau en rechute ou réfractaires, dans les leucémies lymphoïdes chroniques ayant reçu au moins un traitement antérieur ou en première ligne en cas de délétion 17p ou de mutation TP53 chez les patients pour lesquels une immunochimiothérapie est inadaptée. Et enfin dans les macroglobulinémies de Waldenström ayant reçu au moins un traitement antérieur ou en première ligne de traitement chez les patients pour lesquels une immunochimiothérapie est inadaptée. L'ibrutinib est administré en une prise par jour pendant ou en dehors des repas et la posologie va varier selon l'indication. Dans la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström, 420 mg par jour, soit 3 gélules, alors que dans les lymphomes du manteau, 560 mg par jour, soit 4 gélules. Par la suite, d'éventuelles adaptations de dose sont possibles selon la tolérance, jusqu'à 140 mg par prise, soit une gélule. Le traitement est pris en continu, sans interruption. Les gélules sont à avaler entières avec un verre d'eau, sans être ouvertes, cassées, ni mâchées. En cas d'oubli de dose, il est possible de prendre la dose oubliée le jour même, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant. En cas de vomissement, ne pas prendre de dose supplémentaire et notifier sur le carnet de suivi. L'ibrutinib est un médicament soumis à prescription initiale hospitalière réservé aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. Ce traitement n'est disponible qu'au sein des pharmacies hospitalières au niveau des rétrocessions. L'ibrutinib entraîne des effets indésirables gastro-intestinaux à titre de nausées et vomissements, diarrhée, constipation et stomatite. En prévention des nausées et vomissements, on peut conseiller de fragmenter les repas en plusieurs prises légères, de privilégier les aliments liquides et froids et d'éviter les aliments gras, frits et épicés. Ces mesures peuvent éventuellement être accompagnées par la prescription d'antiémétiques si besoin. En prévention des diarrhées, on peut privilégier une alimentation pauvre en fibres avec féculents, carottes, bananes. On va éviter en revanche les fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Une hydratation abondante est impérative et la prescription d'antidiarrhéiques doit être faite dès les premières diarrhées. En prévention de la constipation, une alimentation riche en fibres et une hydratation abondante sont conseillées. On conseille également de maintenir une activité physique régulière et adaptée, et la prescription de laxatifs peut être réalisée si besoin. Enfin, en prévention des stomatites, une alimentation adaptée en évitant les aliments acides, les aliments très salés ou qui collent, et on peut prescrire en parallèle des bains de bouche sans alcool à base de bicarbonate de sodium et éventuellement de topiques anesthésiants. L'ibrutinib génère également de la fatigue et le patient doit privilégier les activités indispensables. En cas de survenue d'œdème périphérique, on peut recommander au patient de surveiller sa prise de poids et discuter de la prescription d'un diurétique. La toxicité hématologique est fréquente et impose un suivi régulier de la numération de la formule sanguine et des plaquettes. Cette toxicité hématologique peut nécessiter des adaptations posologiques ou une suspension temporaire du traitement. La prévention des infections repose sur des mesures d'hygiène classiques, une mise à jour des vaccinations et un suivi rapproché de la température corporelle. En cas de fièvre, il faut alerter le médecin et éviter l'automédication par paracétamol ou anti-inflammatoire qui pourrait masquer une infection. En prévention des troubles musculo-squelettiques, comme les arthralgies, les spasmes musculaires et les myalgies, il est possible de supplémenter en magnésium, en vitamine B6 et une prescription de myorelaxant, antalgique ou ENS peut être envisagée. La survenue de céphalées et vertiges est fréquente. La survenue d'un rash cutané peut être prévenue par l'utilisation au quotidien d'un savon doux et d'un agent hydratant et en évitant l'exposition solaire. Enfin, l'ibrutinib expose le patient à un risque hémorragique à titre d'échymose, de pétéchie, qui doit entraîner la suspension du traitement avant et après un geste chirurgical, éviter l'association de médicaments anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires et éviter les préparations à base d'huile de poisson, de lin ou de vitamine E. L'ibrutinib est métabolisé par le foie et il faut adapter sa posologie selon la fonction hépatique.
Dans le cadre d'une insuffisance légère, la dose sera adaptée à 280 mg par jour, soit 2 gélules. En cas d'insuffisance modérée, une gélule par jour sera recommandée, soit 140 mg. Enfin, en cas d'insuffisance hépatique sévère, ibrutinib n'est pas recommandé. En revanche, aucune adaptation posologique ne semble nécessaire en cas d'insuffisance rénale, et de la même façon chez les patients âgés. Et le palier recommandé en cas d'adaptation posologique est de 140 mg, soit une gélule à la fois. Le suivi biologique du traitement, à travers une numération de la formule sanguine, est impératif, de même qu'une contraception pendant tout le traitement, l'allaitement est également contre-indiqué. L'ibrutinib est un substrat du cytochrome CYP3A4 et dans une moindre mesure du cytochrome CYP2D6. Il est également inhibiteur modéré du cytochrome 3A4 hépatique et intestinal et de la protéine de transport PGP. Il existe une interaction majeure avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 3A4 avec une augmentation des concentrations plasmatiques d'ibrutinib très importante, de 14 à 25 fois selon l'inhibiteur, avec un risque associé de majoration des toxicités d'ibrutinib. Il faut donc impérativement diminuer la posologie d'ibrutinib en cas d'association avec un inhibiteur puissant, tels que par exemple des antihypertenseurs ou antiarythmiques, diltiazem, amiodarone, verapamil, des antifongiques azolés comme fluconazole, itraconazole, kétoconazole, posaconazole, voriconazole, des antibiotiques macrolides comme clarithromycine, télitromycine et érythromycine, et des inhibiteurs de protéase. Il existe également une interaction majeure avec les inducteurs puissants du cytochrome 3A4, ayant pour conséquence une diminution des concentrations plasmatiques d'ibrutinib qui peuvent induire un risque d'échec thérapeutique. Ces inducteurs puissants du cytochrome 3A4 sont des antiépileptiques, la rifampicine, dexaméthasone. Ibrutinib est absorbé de manière optimale en milieu acide. Il faut donc éviter tant que possible l'administration concomitante d'antiacides et en pratique, on privilégiera les antihistaminergiques de type 2 10 heures avant ou 2 heures après la prise d'ibrutinib. Les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent être pris 4 heures avant ou 2 heures après. Et les pansements gastriques sont classiquement recommandés 2 heures avant ou après la prise d'ibrutinib. Enfin, ibrutinib est un inhibiteur de la protéine de transport PGP. Il peut, à cet effet, perturber la pharmacocinétique des traitements substrats de la PGP, comme les digitaliques, les NACO, comme rivaroxaban et dabigatran, certains antirétroviraux, que sont maraviroc et sakinavir, les immunosuppresseurs, cyclosporine, tacrolimus, sirolimus et verolimus. De même, ibrutinib inhibe le CYP3A4 et peut modifier la pharmacocinétique des antivitamines K et des immunosuppresseurs. Concernant la phytothérapie, il existe des interactions avec l'ibrutinib. De fait, il est préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. En particulier, il convient d'éviter les inhibiteurs du cytochrome 3A4, comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le ginseng, le ginkgo biloba, curcuma et le chardon-marie. Les inducteurs du cytochrome 3A4 comme le millepertuis, les échinacées, kava et l'ail, et les compléments qui peuvent augmenter le risque de saignement comme la vitamine E, les graines de lin ou certaines huiles de poisson. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en ligne sur le site internet de la Société française de pharmacie oncologique.